Bonsoir à tous et à toutes. Soyez les bienvenus dans cette salle avec l'appui de son partenaire UK Aid au Mali. Je me présente, je suis Tidjane Bal, fondateur, directeur de Donilab. Et merci à notre conférencier du jour pour sa disponibilité. Vous suivez ce jour la 4e conférence du programme Donny Green. Donny Green, en fait, est un cycle de conférences pour vous sensibiliser et vous outiller sur les risques et dangers, mais également les opportunités liées au changement climatique. Du 1er février au 15 mars, nous organisons 30 conférences avec des intervenants francophones qui maîtrisent les spécificités de l'environnement ouest-africain et malien en particulier. Ces chercheurs, entrepreneurs, ingénieurs et experts sectoriels, acteurs de la société civile, exposent leurs connaissances de façon pédagogique et vulgarisée pour vous donner l'envie d'agir et d'entreprendre face au changement climatique. C'est un programme 100% en ligne qui dit webinaire, dit règles de bonne conduite à connaître. Donc, je laisse Ali, mon collaborateur, vous entretenir sur les règles à respecter lors de ces conférences. Et merci encore à Samuel pour sa présence. OK. Donc, vous trouverez dans les chats ces règles à suivre. Surtout, retenez bien de poser vos questions dans les questions-réponses dédiées et non dans les chats, afin que celles-ci soient centralisées. Si vous êtes dans de bonnes conditions pour poser vous-même la question, n'hésitez pas à nous le proposer à côté de votre question et nous essaierons de vous donner la parole. Pensez aussi à vous renommer pour que vos questions soient identifiées à votre nom. Donc, je copie-colle cette règle dans l'espace chat pour qu'elle soit claire pour tout le monde. C'est parti. OK, Elodie, je te passe la parole. D'accord, merci Tidiane. Donc, bonjour à toutes, bonjour à tous. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui. Nous sommes dans la 5e conférence, la 5e et dernière dans ce module qu'on a intitulé « Les changements climatiques, comprendre les bouleversements pour nos sociétés ». Donc, je suis Elodie, je suis responsable pédagogique pour ce programme Donny Green. Alors aujourd'hui, donc, nous avons rendez-vous avec Samuel Montero qui est connecté depuis Paris, n'est-ce pas? Bonjour Samuel, je vous laisse peut-être dire bonjour. Bonjour, bonjour tout le monde. Voilà. Encore merci d'être présent pour continuer, pour contribuer à toutes nos activités de formation. Je voulais vous présenter en quelques mots. Vous êtes titulaire d'un doctorat en économie du développement au sein du CERDI, donc le Centre d'études et de recherche sur le développement international basé à Clermont-Ferrand. Et vous travaillez actuellement au sein de Investisseurs et Partenaires, en abrégé IEP. Alors IEP, c'est un groupe pionnier de l'investissement d'impact en Afrique qui est entièrement dédié au financement et à l'accompagnement de start-up et PME en Afrique subsaharienne. Alors vous-même, vous êtes le responsable ESG, ESG qui veut dire environnement, social, gouvernance. Donc, vous êtes le responsable ESG et impact au sein de ce groupe IEP. Alors c'est vous qui êtes en charge de la collecte des données d'impact et du suivi des enjeux ESG dans les entreprises du portefeuille. Vous réalisez aussi des études d'impact approfondies sur les entreprises du portefeuille pour mieux cibler leurs impacts sur les différentes parties prenantes. Alors, fin 2020, IEP a publié une synthèse qui faisait suite au rapport État du climat en Afrique, qui a été publié par l'Organisation météorologique mondiale. Dans cette synthèse, IEP affirme que la question de l'environnement a pris une place de plus en plus importante au sein de leur groupe d'investissement et que c'est aujourd'hui devenu un pilier à part entière dans votre thèse d'impact. Et vous écrivez sur votre site internet que le changement climatique a et aura des conséquences opérationnelles très concrètes sur certaines
PME africaines et les questions de résilience et d'adaptation doivent être au cœur de nos réflexions. Alors, tout cela nous a vraiment convaincus qu'il était important de vous donner la parole aujourd'hui dans notre série de conférences. Vous êtes sans aucun doute la bonne personne qui pourra nous éclairer aujourd'hui sur le thème « Les investisseurs face au changement climatique ». Je lance un tout petit sondage aux participants en vous posant la question pensez-vous que les investisseurs évaluent la prise en compte des changements climatiques en étudiant votre dossier? Si vous êtes entrepreneur, vous avez un business plan ou vous êtes déjà en activité, selon vous, est-ce que l'investisseur ou le banquier regarde actuellement les risques, impacts, opportunités des changements climatiques en regardant votre modèle économique? Alors, allez-y, c'est votre ressenti, votez en fonction de ce que vous pensez actuellement et peut-être que Samuel vous fera changer d'avis au fil de cette conférence. Alors, les avis ne sont pas du tout tranchés. On vous laisse encore quelques secondes pour voter. Seulement la moitié a voté pour le moment. Allez-y, n'hésitez pas. Bon, pour l'instant, 40% pensent que pas du tout. C'est la rentabilité qui est essentielle pour un investisseur. Alors, voilà. Donc, on va vous donner la parole, Samuel, déjà peut-être aussi pour mieux nous expliquer en quoi consiste votre métier et comment la question des changements climatiques est prise en compte au sein de IEP ou au sein d'autres entreprises qui exercent le même métier que vous en Afrique. En tout cas, on sera vraiment friand d'exemples qui sont parlants pour notre public essentiellement basé au Mali aujourd'hui, même si nous avons essayé de relayer la conférence au-delà du Mali. Voilà, je vous remercie d'avance et donc je clôt le sondage. En tout cas, la plupart pensent que c'est la rentabilité qui prime. Voilà. Je vous laisse la parole et on se retrouve au moment des questions-réponses à tout moment, comme ça vous arrange. Bien, merci beaucoup, Élodie, pour cette introduction et merci à toute l'équipe de m'avoir invité. Je suis ravi de pouvoir discuter avec vous aujourd'hui. Encore plus ravi de discuter avec vous quand je vois le résultat du sondage. Je me dis que c'est toujours utile finalement de rappeler aussi les critères qui sont regardés par les investisseurs, puisque finalement, une grande partie d'entre vous sous-estiment dans ces cas-là ce qu'on peut regarder. Je vais évidemment évoquer finalement, entre guillemets, le cas d'IEP dans les témoignages. Je vais partager mon écran et dérouler une présentation. Mais quand je vois les résultats du sondage, ce sera aussi important d'avoir en tête que ce que je vais dire, évidemment, s'applique à ce que nous on fait, mais est plutôt une vision générale du secteur et des investisseurs. Et il ne s'agit pas tellement de se dire que c'est un cas particulier d'IEP, puisqu'au contraire, même s'il y aura une section dédiée à ce que nous on fait spécifiquement, mais vraiment les messages clés qui vont être passés sont finalement assez généralistes sur les investisseurs. Est-ce que vous voyez juste bien mon écran pour être sûr avant que je déroule? On le voit, c'est bon, c'est parfait. Donc, Élodie, en quelques mots, a déjà évoqué IEP, mais un point que je voulais un peu évoquer avec vous. Alors, c'est le cas, effectivement, on investit uniquement en Afrique subsaharienne, c'est un point important, donc c'est évidemment un environnement et un contexte qu'on connaît bien. Uniquement aussi sur des PME. Je pense que c'est important quand on évoque les enjeux d'avoir aussi en tête cette dimension-là, parce qu'évidemment, ce qui va être demandé aux entreprises dépend aussi de leur taille et de leur capacité. Donc ça aussi, c'est quelque chose qu'il faut avoir conscience. Chez IEP, on s'est focalisé sur les PME, puisque c'est souvent ce qu'on appelle ce chaînon manquant, c'est-à-dire qu'elles sont trop grandes pour être financées par la microfinance, mais trop petites pour intéresser des investisseurs classiques ou des banques traditionnelles parce qu'elles n'ont pas assez de garanties ou ne sont pas encore assez structurées. Donc, en tout cas, le cœur de cible, c'est vraiment ces PME. Donc, quand on va développer tout un tas de points, j'insiste beaucoup dessus parce qu'on a eu beaucoup tendance, nous, à entendre que du coup, ça ne concerne pas les petites entreprises. Et donc, c'est pour ça que j'insiste beaucoup dessus parce que finalement, là, on parle de toutes petites entreprises et vous allez voir que, y compris sur des petites échelles,
ces sujets ont de l'importance. Et l'autre point que je voulais préciser aussi, c'est que ce qui est intéressant finalement dans la présentation d'IEP ou de la vision des investisseurs, c'est qu'on a un groupe panafricain CERN, mais surtout multisectoriel. On n'a pas un secteur particulier, donc à la différence peut-être d'autres acteurs qui sont intervenus, nous ne sommes pas ce qu'on pourrait appeler un fonds vert. Donc nous ne sommes pas, entre guillemets, spécifiquement et spécialement engagés sur l'environnement. C'est un des domaines que nous regardons, mais il y en a d'autres. Nous, notre test d'impact, c'est en l'occurrence surtout le soutien à l'entrepreneuriat africain. Et donc, je pense que si c'est un point important à souligner pour montrer que, justement, ce sujet ne concerne pas que les fonds spécialisés sur l'environnement, mais bien devenu un sujet très transversal et très, finalement, très agrégateur, parce que tout le monde se retrouve concerné. Donc voilà, c'était un peu les messages clés que je voulais faire passer sur IEP. Alors vous avez sur la slide les quelques infos. C'est pour juste avoir en tête que historiquement le siège est basé à Paris, mais on a maintenant la majorité des équipes qui sont en Afrique. Vous pouvez voir sur la carte les différents bureaux. Étant donné qu'il y a beaucoup de personnes du Mali, le bureau n'apparaît pas encore sur la carte, mais au cours de l'année, il est en cours de constitution. On a une équipe et un fonds dédié qui est en train d'être levé au Mali. Donc, on espère, si tout se passe bien, pouvoir rajouter très bientôt le Mali comme bureau à part entière. On a déjà eu des investissements au Mali, mais pas encore une équipe dédiée dessus. Donc voilà, c'était un peu ce cadre général sur IEP qui me semblait important de rappeler. Et pour évoquer évidemment pourquoi les investisseurs s'intéressent à ces questions du changement climatique, un des premiers points que je voulais évoquer avec vous, c'est la question de cadre réglementaire. Ça, c'est vraiment un point qu'il faut avoir en tête. C'est que les investisseurs eux-mêmes subissent de plus en plus de pression, il y a de plus en plus de régulation pour en fait intégrer ces sujets. Vous avez tous évidemment entendu parler, je pense, de l'accord de Paris et la trajectoire des 2 degrés Celsius. C'est évidemment un cadre très important dans les perspectives futures. Ce sont aussi les objectifs de développement durable qui sont importants et que vous connaissez très probablement des Nations Unies qui ont fixé un certain nombre d'objectifs. Et dans ces objectifs, il y a certes ceux qu'on est un peu plus habitués à entendre, comme la lutte contre la pauvreté, la faim dans le monde, etc., la santé, l'éducation. Il y a aussi les objectifs liés à l'environnement. Et ce cadre est important à rappeler, s'applique évidemment aux entités publiques, mais ont aussi vocation en fait, à intégrer le secteur privé pour les atteindre. Donc, on le sent que le cadre autour en fait, des investisseurs est de plus en plus porté sur ces sujets-là. Donc, je vais évoquer avec vous quelques initiatives et je pense que c'est un point important à avoir en tête parce que je pense que vous le comprenez bien que si nous-mêmes, en tant que gestionnaire de fonds, on nous demande de rendre de plus en plus de comptes dessus, ce ne sont pas des données que l'on peut inventer ou que l'on peut rajouter, c'est bien des données que l'on doit réaliser et qu'on doit reporter de nos investissements. Donc, ça veut dire que, en fait, si on a une pression, nous, sur l'environnement, ça veut dire qu'on doit la reporter sur nos entreprises. Et donc, que les exigences sur ces sujets-là sont de plus en plus importantes. Donc, je reviendrai assez rapidement sur quelques initiatives, mais je pense que c'est des cadres qui sont importants pour réaliser à quel point ça devient un sujet structurant. Le premier que vous avez peut-être entendu parler, c'est l'Union européenne et la taxonomie verte. Ça a été lancé en 2018. On attend encore un certain nombre de rapports pour finaliser encore un peu plus précisément ce qui rentre dedans. Mais l'idée de créer une classification pour tous les acteurs financiers où on devra dire la part du portefeuille qui est considérée comme vert et la part du portefeuille qui est considérée comme marron. Donc, on va devoir distinguer des entreprises qui vont être favorables pour la lutte contre le changement climatique avec les entreprises qui, au contraire, vont avoir un impact négatif. Et donc, à travers ce reporting, et là, ça s'adresse vraiment à tout le monde, que ce soit finance responsable, finance traditionnelle ou spécialisée dans l'environnement, tout le monde va être amené dans les prochains mois et les années à venir à reporter sur la part de leur portefeuille qui répond à ces sujets environnementaux. Donc, l'idée, évidemment, de cette taxonomie, c'est de créer ce langage commun entre les investisseurs, finalement qu'on puisse rendre comparable justement ce qui est fait chez les différents investisseurs. Et c'est là que justement la pression va encore plus s'accroître parce qu'en rendant comparable ce qui est fait, il y a toujours une course
au mieux-disant, on va dire, c'est-à-dire pour essayer de se positionner favorablement, essayer de lever des fonds. Tous les investisseurs vont essayer de montrer qu'ils ont un fonds qui va être aligné et responsable sur ces sujets-là. Au passage, c'est le cas de l'Union européenne, mais on avait appris il y a quelques jours que la Banque africaine de développement est aussi en train de développer une taxonomie africaine. En tout cas, elle a lancé des consultations avec des cabinets de conseil pour être en mesure de faire une telle taxonomie. Et donc, on voit bien que tous les continents se structurent. Et d'ailleurs, en dehors même de si l'Union africaine finit par avoir une taxonomie propre ou pas, ça n'empêche que beaucoup de flux de financement, on le sait, sont aussi entre les continents. Et donc, une partie des financements qui vont venir de l'Amérique du Nord ou de l'Europe vers l'Afrique vont aussi être soumis à ces taxonomies et à cette distinction. Donc ça, c'était un premier point que je voulais évoquer avec vous. Le deuxième, quand on est investisseur, on est très nombreux à être signataires, et c'est le cas d'IEP, des principes de l'investissement responsable. Donc, ce sont des principes des Nations Unies. Vous avez la liste de ces principes-là qui, pour le coup, sont assez généraux. La question, en fait, de ces principes, c'est de dire que quand on investit, on doit tenir compte des enjeux ESG, donc de l'environnement, social et gouvernance. Et donc, en fait, on a un très long questionnaire où on doit démontrer comment, tout au long du processus d'investissement, donc dès les premières discussions, dès les premières analyses, comment on a intégré au processus de décision ces décisions. Et ça, ces enjeux, c'est très important de pouvoir les intégrer. Donc, ça veut dire, pour revenir d'ailleurs au sondage initial, que quand on a un dossier d'investissement, on y reviendra plus en détail quand on parlera de ce que fait IEP, ça veut dire que ces questions-là, l'analyse du risque environnemental, l'impact environnemental qu'a une entreprise fait partie intégrante du processus de décision et fera partie des points qui vont être analysés dans un dossier. Et ce qui veut dire que c'est à la fois un point qui peut soit booster un dossier en se disant que ce dossier est intéressant parce qu'il a une performance environnementale importante, même s'il a quelques autres points de faiblesse. Ça peut d'ailleurs permettre en fait, d'avoir un peu plus d'entreprises quand on devra faire la taxonomie. Donc, ça peut être soit positivement un boost pour les entreprises qui vont décider de jouer le jeu, mais ça peut être aussi un frein très important. Et ça peut même être un deal breaker, ça peut être complètement un stop au processus d'investissement si les risques sont trop importants, si les enjeux ne sont pas traités correctement, ou si une entreprise pourrait être en fait complètement décalée par rapport aux attentes sur ces sujets-là. Donc ça, c'est des principes qui sont signés par de plus en plus d'acteurs qui en fait doivent intégrer ces sujets-là. Pareil dans le cadre réglementaire, en fait, finalement maintenant, toutes entreprises cotées et beaucoup de fonds sont amenés en fait à devoir reporter sur leurs performances extra-financières et qui va donc intégrer ces sujets environnementaux et sociaux. Donc ça, c'est des sujets en fait sur lesquels tout le monde maintenant est amené à reporter, quelle que soit l'ambition qu'on y met. Évidemment, à l'échelle d'IEP, on a la volonté de porter très haut ces sujets-là, mais finalement, tous les acteurs, en dehors de la volonté, on va dire, parce que IEP le fait aussi dans une démarche plus proactive et solidaire, parce qu'il a une vision du développement, une vision de cet engagement envers le développement et l'entrepreneuriat qui est très fort. Mais finalement, on peut même se dire qu'un fonds très classique qui, si je peux me permettre le terme, on n'aurait vraiment rien à faire en fait de ces sujets-là, se retrouve contraint actuellement en fait de devoir intégrer ces sujets-là. C'est même plus finalement dans les possibilités, c'était un peu ce que je voulais évoquer dans cette partie du cadre réglementaire, c'est que c'est même plus finalement une possibilité et un choix de les intégrer ou non. Maintenant, les grands principes internationaux imposent d'en tenir compte. Et une dernière initiative que je voulais évoquer avec vous sur ce cadre réglementaire, c'était la Task Force on Climate-Related Financial Disclosure, donc TCFD. C'est un groupe de travail qui s'est mis en œuvre en fait, avec les pays du G20. Et ils ont en fait évoqué un certain nombre d'objectifs à atteindre. Et donc, en fait, un investisseur, c'est le cas d'IEP, on va devoir reporter sur en fait, comment dans la gouvernance on tient compte de ces sujets environnementaux, c'est-à-dire dans notre processus de décision, comment on le traite et comment nos entreprises tiennent compte de ce processus-là. Quelle est notre stratégie sur ces sujets, quelle est la gestion des risques et quels sont nos indicateurs. J'aurai l'occasion de revenir sur ces sujets-là. Mais de nouveau, c'est un sujet en fait, qui montre que non seulement on doit prendre en compte ces sujets environnementaux, mais en plus on doit une certaine transparence sur ces sujets-là.
Et ça, c'est un point qui est très important. Par exemple, avec cette task force, IEP, nous, je sais, en fait, on nous a régulièrement demandé si on était signataire ou pas du TCFD. Donc, en fait, on l'a vu, on ne l'était pas. D'ailleurs, c'est quelque chose qu'on va faire cette année. Et donc, en fait, c'est de nouveau aussi un peu une pression parce que dans un certain nombre de notations qu'on a vues, de questionnaires qu'on devait remplir aux investisseurs, quand ils jugent eux-mêmes leur envie ou non d'investir chez IEP, en fait, cette transparence sur les objectifs environnementaux est importante. Donc, dans ce premier bloc, en fait, sur le cadre réglementaire, je voulais vraiment insister et faire passer ce message clé sur en fait, la pression que reçoivent les investisseurs à tenir compte de ces enjeux environnementaux, de la transparence qu'ils doivent aussi faire sur ces sujets-là pour pouvoir en tenir compte. Et donc, on va en venir après au sujet suivant, c'est un peu comment ça se répercute sur les entreprises. Peut-être que sur cette première partie, je ne sais pas s'il y a déjà des questions. Je ne sais pas encore complètement le… Samuel, moi je vois une question qu'il est peut-être intéressant de répondre dès à présent. Issou Sangaré qui demande si les structures de microfinance sont aussi concernées quand on parle des investisseurs et de leur sensibilité à ces questions-là. Voilà. Exactement. Alors, la microfinance est un bel exemple. J'ai d'ailleurs souvent des discussions avec un cabinet de conseil sur la microfinance. La microfinance, même si elle a toujours d'ailleurs été très en pointe sur les aspects sociaux, la microfinance a souvent été louée pour avoir mis en place un peu en amont de tout le monde les mesures d'impact social, les conséquences pour leurs emprunteurs. En fait, une dimension qui a été un peu oubliée sur lesquelles ils sont de plus en plus challengés, c'est de dire une microfinance prête certes de l'argent à des personnes, mais en fait, elle est aussi une entreprise. C'est-à-dire qu'elle est une entreprise qui a des employés, qui a du coup un bilan carbone, qui consomme de l'énergie, elle a de l'électricité, elle utilise du papier, elle a de nombreux déplacements en général dans les villages. Et en fait, la dimension cliente qui était toujours mise en avant par la microfinance et qui continuera à être celle mise en avant, ne la dédouane pas pour autant déjà de la démarche interne, c'est-à-dire que la microfinance reste une entreprise et donc doit s'intégrer dans ce cadre-là. Et ensuite, mais là, c'est peut-être pour un peu plus pousser, donc ça concerne, là pour le coup, je ne dirais pas que ça concerne toutes les microfinances, c'est peut-être celles qui vont vouloir se positionner dessus. Elles peuvent ensuite jouer un rôle important sur la sensibilisation des clients à ces enjeux-là, sur le développement d'une gamme de produits liés à ça. Et là, c'est là qu'il faut voir plutôt l'environnement comme un axe de développement et d'opportunité. En tout cas, moi, je sais que j'ai déjà eu cette question-là en étudiant un dossier de microfinance dans l'éducation, qui font des prêts pour des écoles. Et donc, la question a été de développer un produit pour essayer de se dire, est-ce que dans la mise aux normes de ces écoles-là, les travaux, c'est pour financer des travaux d'amélioration, les travaux d'infrastructure, est-ce qu'il ne faudrait pas pouvoir en fait aussi ajouter cette dimension environnementale? Donc, en tout cas, je pense qu'il y a beaucoup d'exemples qui peuvent montrer que la microfinance n'est pas exonérée de ces réflexions-là. Le micro. Voilà, il y a Pierre Berthet qui a levé la main. Je vous ai ouvert le micro. Si vous voulez poser une question, allez-y. Ok, c'était peut-être une erreur. Alors, on va continuer, Samuel. Merci. Il n'y a pas d'autres questions à ce stade. Très bien. Alors, je vois qu'il y a marqué 2 participants ont levé la main. Est-ce que… Mais on va continuer. On va continuer. Donc, je voulais évoquer avec vous ensuite finalement les questions un peu plus directes du changement climatique et les risques et conséquences pour les entreprises. Un point en fait qu'on entend assez régulièrement, c'est finalement l'Afrique n'est pas responsable. Je redonnais quelques chiffres très rapides, c'est que l'Afrique c'est certes 17% de la population mondiale, mais si on regarde les émissions de gaz à effet de serre, c'est que 3,5%. Donc, ces sujets-là, en fait, alors nous, je sais que ça revient très souvent en interne, dans des comités, quand on analyse des projets. C'est de se dire, mais en fait, parfois, on regarde ça avec un prisme très occidental, très pays développé, où on nous dit que le niveau n'est pas le même.
C'est-à-dire que l'Afrique est encore dans un stade à devoir construire beaucoup de stations essence, beaucoup de réseaux, parce que la question même de l'accès à l'énergie n'est pas encore résolue, avant même de parler presque de la transition vers une énergie propre. Donc pour certains, c'est censé être un argument. Je pense que déjà cet argument est relativement contestable parce que rien n'indique que le niveau de développement doit se faire en polluant davantage puis en pensant à la transition. On peut aussi imaginer un certain nombre de bons qui se fait. C'est par exemple le cas, on le voit très bien, de l'Afrique et de l'utilisation du téléphone mobile. Il n'y a pas eu le passage de téléphone fixe, etc. Et au contraire, l'Afrique a même une longueur d'avance sur l'Europe sur ces sujets-là, sur le recours au téléphone pour des produits financiers, pour des collectes d'informations, etc. Donc on voit en plus de toute façon que ce processus de développement n'implique pas nécessairement de devoir le faire de façon non responsable. Ça, c'est un premier point, mais on ne va peut-être pas rentrer dans un débat, on va dire, presque plus politique et conceptuel. L'autre point, finalement, que je voulais mettre en avant, c'est que la question n'est même pas tellement est-ce que l'Afrique est responsable ou pas de ce réchauffement, et est-ce que les entreprises doivent aussi pouvoir parler et s'occuper de ce changement climatique. Le vrai sujet, c'est qu'en fait, l'Afrique est surtout le principal continent qui va subir les conséquences du réchauffement climatique. Et donc là, ça concerne bien toutes les entreprises. C'est-à-dire que ces changements, que ce soit, on va y venir sur les températures, les précipitations, etc., on a une vulnérabilité climatique qui est très importante. Alors, évidemment, ce sont des mesures qu'on peut toujours contester, des choix méthodologiques. Mais en fait, si on regarde à la fois la vulnérabilité des pays et leur niveau de préparation, en raison évidemment des budgets qui sont plus limités, en raison de ces moyens financiers plus limités, en raison aussi d'une moindre prise de conscience sur ces enjeux, il y a un retard qui est pris sur ces sujets-là, qui fait que les pays sont très vulnérables. Donc ça, c'est un point qui est très important à avoir en tête, parce que finalement, ce sont des conséquences qui vont arriver assez rapidement dans les différents pays en Afrique, et qui vont donc avoir des conséquences très opérationnelles. Donc, il y aura un moment où je vais y revenir sur cette slide, mais finalement, et d'ailleurs c'est peut-être là que le sondage n'avait pas complètement tort, quand au début une partie d'entre vous ont dit les investisseurs ne s'intéressent entre guillemets que aux aspects financiers, en fait on va y revenir, mais même ceux qui ne s'intéressent qu'aux aspects financiers, en fait les questions environnementales ont des impacts financiers. Et donc finalement, c'est pour ça que tout le monde finit par s'y intéresser, parce qu'il ne s'agit pas de se dire qu'on est entre guillemets bienveillant ou qu'on aurait de bonnes intentions. C'est qu'en fait, ce respect des pratiques environnementales va avoir des conséquences opérationnelles et financières très importantes. On y reviendra après. Sur ces enjeux d'adaptation, alors c'est moins le cas du Mali, mais en tout cas, c'est un exemple assez flagrant. J'ai eu un collègue, en fait, justement, quand on a envoyé l'état du climat en Afrique, on avait fait un petit PowerPoint pour partager avec les collègues un certain nombre d'informations plus générales. En fait, il nous a renvoyé cette photo d'un endroit qu'il connaissait, à Madagascar, et d'un hôtel, en fait, pris avec 15 ans d'écart. Et en fait, à ce moment-là, se pose la question de toutes les régions côtières, où, en fait, cet hôtel qui avait une longue plage devant et qui pouvait faire beaucoup de tourisme, en fait, avec l'élévation du niveau de la mer, se retrouve très proche de l'eau, a même dû construire, si vous voyez la photo, qu'elle est un peu plus sombre la nuit, on voit peut-être moins, mais en tout cas, on voit qu'il y a un mur tout autour qui a dû se construire. Et finalement, ils ont dû en fait mettre en œuvre des moyens financiers pour s'adapter à cette montée des eaux. Si ça avait été anticipé, ce serait d'ailleurs pas localisé si proche et ici. Donc, c'est un point qui est important à avoir en tête. Donc, c'est un sujet important et cette photo, je trouve, était assez frappante. C'est qu'on a tendance à parler, quand on parle d'environnement, à tous se dire, mais en fait, on entend des choses d'ici à 2050, d'ici à 2100, comme si c'était des choses très éloignées et soit on ne connaîtrait pas ou dans un futur trop éloigné. Et donc, de se dire, pourquoi prendre en compte ces sujets-là maintenant alors qu'on parle en 2100 ? Et donc, c'est là que pour les personnes qui sont moins sensibilisées, ces photos, je trouve, sont très saisissantes. C'est que finalement, là, on ne parle pas justement d'attendre 2100. On parle, en fait, ça a été une photo, on doit être à peu près, en fait, ça devait être 2003 et 2018, quelque chose comme ça. C'est à peu près à 15 ans d'intervalle. Donc, en fait, on parle, nous, de nos dernières années. Là, les quelques années qu'on a vécues, bon, évidemment, on n'est plus avec ça, mais en tout cas, là, ces dernières années, on voit des changements assez radicaux dans des endroits
Et c'est important aussi d'avoir ça en tête, c'est-à-dire que le changement climatique, ce n'est pas quelque chose de si lointain que ça. Et c'est quelque chose en fait, sur lequel on est déjà confronté et qui doivent déjà être pris en compte. Sur les enjeux d'adaptation aussi, sur les évolutions des précipitations, par exemple, c'est un point qui est important parce que alors ça reste des prévisions, mais alors que certaines zones vont voir le niveau des pluies diminuer, d'autres vont voir le niveau des pluies augmenter. C'est d'ailleurs le cas du Mali. Ça peut paraître assez anodin, il ne s'agit pas de se dire tant mieux parce qu'on manque d'eau et il y aura de l'eau, parce qu'en plus en général c'est des flux assez irréguliers. En fait, c'est que ça peut avoir des conséquences importantes. Ça peut être des conséquences sur l'agriculture, on va y revenir, mais finalement sur beaucoup de business aussi. Je donnerai l'exemple des inondations et des conséquences que ça a eu sur une clinique. Donc la question des régimes de précipitation aussi a des conséquences là, en fait. On pourrait être confronté à des sujets assez importants là-dessus au cours de l'année à venir, au cours des prochains mois ou des prochaines années à venir, sur ces sujets-là. Et que ce soit donc, dans l'agribusiness, évidemment, qui va être très impacté, mais aussi dans d'autres secteurs qui vont subir les crues, les inondations, les sécheresses, etc. On a beaucoup d'entreprises qui vont subir ces sujets-là. Donc, c'est des points qui sont importants à avoir en tête. Et idem pour les questions des températures, où si vous regardez l'évolution des températures attendues, là, on se projette dans quelques décennies, on va avoir des très très fortes chaleurs dans les différents pays. C'est notamment le cas d'ailleurs au Mali. Et là se pose aussi la question. Alors de nouveau dans l'agriculture de la pertinence de telle ou telle culture dans le contexte d'un nouveau climat, mais se pose aussi les questions pour toutes les entreprises. C'est-à-dire qu'il faut penser la conception, que ce soit la conception des bâtiments, quand on est amené à concevoir une usine, quand on est amené à concevoir des bureaux, etc., en ayant en tête ça, parce que quand on construit, c'est pour plusieurs décennies. Un bâtiment, on ne le change pas tous les 5 ans. Et donc, ce sont des sujets à avoir en tête. Alors là, pour prendre un exemple hors Afrique, finalement, on s'en rend bien compte, moi qui suis basé à Paris. À Paris, où on est plus réputé pour la pluie et le mauvais temps, maintenant qu'il commence à avoir de plus en plus de périodes caniculaires l'été, si vous êtes amené à lire les journaux français, c'est un peu panique à bord. Tous les étés, on se dit mais comment on fait parce qu'on manque d'endroits avec un peu de cours d'eau, on manque d'arbres pour se rafraîchir, les bâtiments, les transports ne sont pas climatisés, etc. Et donc, on est en train de subir aussi ces changements-là et de se poser les questions, de dire comment en fait on anticipe ces changements futurs parce qu'en fait, ça demande des adaptations maintenant. Et c'est important pour les entreprises, que ce soit parce qu'elles sont directement dans ces secteurs, c'est-à-dire qu'une entreprise de la construction doivent elles-mêmes anticiper peut-être ces changements futurs dans le design des bâtiments. Mais n'importe quelle entreprise, c'est-à-dire vous-même, si un jour vous êtes amené à constituer une entreprise, vous allez avoir des bureaux ou une usine. Et finalement, vous allez aussi subir ces conséquences-là. Et vous devez aussi y penser et les intégrer. Donc, c'est un sujet aussi, pareil, qui est très, très important à prendre en compte. Et pour revenir peut-être sur le secteur qui souvent marque le plus, en tout cas, les esprits, c'est évidemment le secteur agricole. Et quand on parle de l'agriculture, c'est l'ensemble de la chaîne de valeur. Donc, c'est bien les producteurs qui produisent ces cultures, mais c'est aussi l'agribusiness qui transforme ces denrées-là. C'est aussi les personnes ensuite qui vont les vendre. Donc, il faut avoir en tête que quand on parle d'un secteur aussi, il faut avoir une vision très écosystème. Il ne s'agit pas juste, quand on parle d'agriculture, des producteurs. Et tous ces sujets qu'on vient d'évoquer, les questions de l'eau, les questions des températures, les questions de rendement font qu'en fait, on estime que dans les prochaines décennies, on va avoir un certain nombre de productions qui vont perdre en rendement. C'est notamment le cas du blé, par exemple, si on prend le cas de l'Afrique centrale et de l'Ouest qui nous concerne le plus ici. Mais en fait, c'est le cas aussi du maïs, du riz, etc. Ça, c'est des sujets en fait, qui vont être très importants à prendre en compte. Nous, par exemple, on a été amené à étudier un dossier de riziculture en Mauritanie. Et quand on a justement eu ce dossier-là, je me rappelle d'un collègue qui, évidemment, dans le dossier, il y avait tous les états financiers, le business plan, etc. Et donc, à ce moment-là, j'étais intervenu pour dire, là, pour le coup, je trouve que les hypothèses ne sont pas réalistes. Parce qu'ils avaient mis des hypothèses de rendement assez favorables. Et c'est méconnaître à la fois les risques d'aléas climatiques, de sécheresse ou d'inondation, et même cette tendance de long terme vers moins de productivité avec des terres de moins en moins fertiles et un climat de moins en moins propice à la culture.
Et donc, en fait, ça amène à intégrer ces sujets-là. C'est-à-dire qu'on ne peut pas investir dans une entreprise, on ne peut pas considérer un business plan sous 10 ans en considérant des hypothèses qui ne prendraient pas en compte ces sujets-là. Donc là, c'est un cas très concret d'entreprise d'agribusiness où, en fait, la question qui pourrait paraître liée, évidemment, au changement climatique, finalement, n'était pas tant est-ce que le climat va évoluer et qu'est-ce qu'on peut faire dessus. C'était vraiment de dire, mais comment on en tient compte dans l'analyse financière, comment on en tient compte dans l'analyse opérationnelle et du coup, est-ce que ça change du coup, toute l'analyse potentielle du business plan. C'est-à-dire qu'on peut se retrouver avec une entreprise qui pouvait paraître rentable et qui, d'un coup, si en fait on a des hypothèses moins optimistes, se retrouve déficitaire. Donc voilà, ce sont des sujets assez importants qu'il faut pouvoir prendre en compte. Avant que je passe peut-être aux indicateurs qui sont suivis et aux enjeux qui sont suivis par IEP et de manière générale par les investisseurs, est-ce qu'on a des questions? Alors, oui, je pense que ce serait intéressant de répondre à une question puisque souvent, tout cela est vraiment vu comme une contrainte. Et donc, une question anonyme, c'est donc la question de l'Afrique est très délicate. Les entreprises africaines prennent aujourd'hui peu en compte la question climatique. Comment les pousser à prendre conscience qu'il n'y a pas de petits pollueurs et que ce n'est pas seulement une question qui concerne l'Occident? Effectivement, question très pertinente. Je l'ai moi-même d'ailleurs évoqué et c'est d'ailleurs, si on est très transparent, je pense que c'est le principal enjeu, y compris pour IEP. C'est pour ça que j'avais beaucoup insisté au début pour dire que c'était non seulement on se situe en Afrique et en plus on investit dans les PME. Donc on va dire qu'on cumule les malus de sensibilisation où le continent n'est pas encore responsable de ce changement climatique avec encore des petites entreprises qui se disent mais moi du coup je suis un peu déconnecté de tout ça. Et c'est pour ça aussi que dans la présentation là que j'ai voulu en faire, c'est qu'il y a deux façons de concevoir. Il y a est-ce que l'entreprise a un impact sur le changement climatique? Et là, on peut concevoir parfois qu'on va dire une toute petite entreprise a un impact minime et assez peu responsable. Et finalement serait, entre guillemets, dédouanée de s'occuper de son impact. Ça peut être un premier argument. Un autre argument, c'est quand même de se dire, certes, elle peut se dédouaner, mais il ne faut pas oublier que ça peut être aussi des opportunités financières pour se développer. Je pense qu'on ne se rend pas assez compte que quand on se pose la question des débouchés des marchés, c'est important aussi de pouvoir en fait avoir des perspectives futures. Quand on construit une usine, il ne s'agit pas de produire pour l'année qui suit ou dans 2 ans. C'est de construire sur plusieurs années, voire plusieurs décennies. Et dans ces cas-là, il faut se poser la question, mais qui va acheter ces produits-là? Il ne faut jamais être en retard. Ça, c'est une vision qui est assez importante. C'est-à-dire qu'il ne faut pas attendre que d'autres entreprises viennent en ayant les bonnes technologies, les bonnes pratiques, etc., pour pouvoir intervenir. Donc, d'un point de vue très business, finalement, quand d'ailleurs même on dit, on peut avoir des usines textiles en Afrique, mais en fait, si plus personne n'achète ces vêtements parce que la façon de les fabriquer ne sont pas responsables, qu'est-ce qu'on va faire de ces vêtements-là? Et donc, la question ne se posera pas tellement de la sensibilisation non plus que des populations locales, mais de tout le monde. On sait que le commerce international aussi est important. Donc, moi, je reste assez persuadé qu'il faut pouvoir insister aussi sur les opportunités de développement. Ça fait penser à des nouveaux business qui peuvent être développés. Par exemple, donc, quand on l'a dit, la microfinance, je ne suis pas sûr qu'il y ait forcément beaucoup de microfinances qui ont pensé à développer des gammes de produits verts. Pourtant, ça peut être très porteur. Ça peut être des formations dans le secteur éducatif qui peuvent se dire il faut qu'on se positionne sur ce marché-là parce qu'on aura une expertise et on sait que les sujets vont devenir importants. Ça peut être des entreprises d'agribusiness qui savent très bien, et on le voit la tendance actuelle, un certain nombre de marchés justement européens et américains vont se fermer si les produits ne sont pas, si on n'a pas une meilleure traçabilité, si on n'a pas moins de pesticides qui sont utilisés, etc. Donc je pense que c'est très important d'insister sur cette dimension business aussi. Donc ça, c'était peut-être le premier point. Et le deuxième dont j'ai un peu évoqué dans la présentation, c'était de se dire, non seulement, je pense qu'il faut le voir comme une opportunité de business, ça peut être très vendeur, et certes, vous n'êtes pas forcément très responsable du changement climatique, mais vous allez beaucoup le subir. Et c'est là que c'est important de le prendre en compte. C'est-à-dire que ça peut être dévastateur des catastrophes climatiques, et donc il faut en tenir compte dans la construction des bâtiments, un certain nombre de normes qui doivent être pensées. Donc ça aussi, c'est un point qui va être assez important à avoir en tête. Il ne suffit pas de dire « j'y suis pour rien ».
C'est comme si, entre guillemets, là, je disais, bon, bah, moi, j'y suis pour rien pour le Covid. Hein, c'est pas moi, je n'ai pas été en contact avec aucun animal ou personne infectée. Et je disais, bah, du coup, moi, je fais rien. Non, bah, du coup, en fait, je subis les conséquences. Et là, c'est exactement pareil, en fait. On va avoir des enjeux environnementaux où les entreprises vont subir les conséquences et vont devoir agir sur ces sujets-là. Donc bah, en tout cas, c'est vraiment des sujets qui doivent être porteurs. Et peut-être le tout dernier message que je voudrais faire passer, et c'est un peu le but de l'intervention, on le sait aussi de plus en plus que les pratiques, et là par exemple j'englobe les deux, sociales et environnementales, sont devenues des leviers importants pour lever des financements. C'est-à-dire que ça va devenir de plus en plus compliqué de lever des financements sans montrer une démarche responsable. Et pour le coup, c'est valable, y compris en Afrique, parce qu'on a tendance un peu à dire, ça c'est effectivement une vision très occidentale. Nous, on organise chez IEP, on fait des collectes d'indicateurs et tous les ans, j'envoie aux entreprises 2 slides de PowerPoint où un peu c'est une façon de les remercier de leur donner. Je leur ordonne ce qu'ils m'ont donné finalement, mais mis en forme où je leur dis votre création d'emploi, ça a été tant, votre niveau de salaire par rapport au SMIC, c'est ça, c'est super, vous avez des congés maladie alors que dans le pays, il y en a très peu. Enfin, on donne quelques statistiques qui mettent en avant l'entreprise. Et j'ai eu plusieurs cas qui m'ont dit qu'ils ont en fait envoyé cette fiche à leur banquier et qu'en fait, ça les avait aussi aidés. Alors évidemment, ce n'est pas le seul axe qui a permis, mais ça avait boosté en fait leur dossier de prêt parce qu'on le sait aussi que ce soit une banque traditionnelle ou un investisseur, on va être plus motivé par un projet si on sent qu'il y a un sens, s'il y a une mission dedans. Donc ça aussi, la capacité à lever des fonds quand on joue le jeu des pratiques sociales et environnementales responsables est vraiment très importante. Et là, j'insiste dessus, y compris avec les acteurs africains locaux. Votre banquier habituel va être beaucoup plus emballé par un projet responsable que par un autre projet et vous avez donc beaucoup plus de chances de lever des financements. Absolument. Et donc, il y a Diallo qui pose la question, quels sont les critères principaux d'évaluation d'un projet qu'un investisseur a besoin pour évaluer la faisabilité et la durabilité du projet? Et il me semble que c'est ce que vous allez dérouler là maintenant, n'est-ce pas? Parfaite transition. Voilà, donc on peut avancer. D'autres très bonnes questions, on les garde pour après. Exactement. Donc, on va y venir un peu sur les indicateurs, les enjeux qui sont suivis donc, très concrètement par les investisseurs. Je voulais revenir sur ce premier point aussi, c'était la thèse d'impact d'IEP. Donc, on a un fonds très clairement orienté impact, donc, pour simplifier, de la finance responsable, où la thèse et la mission, c'est de dire on soutient l'entrepreneuriat africain. Donc, c'est cette cible de PME en Afrique, notamment les pays les plus fragiles. C'est pour ça qu'on est présent avant tout en Afrique francophone, Afrique de l'Ouest, dans ces pays. Et on avait divisé notre thèse d'impact dans plusieurs piliers. En fait, ce qui est intéressant à voir, c'est plutôt l'historique. Si je m'étais amusé finalement à les faire apparaître, en fait, on a commencé avec l'entrepreneuriat. On avait en fait la notion des parties prenantes, c'est-à-dire une entreprise, c'est des employés, sont des clients, sont des sous-traitants. Et donc, on a eu les dimensions emploi, accès et chaîne de valeur pour dire on veut créer des emplois décents, on veut que ça fournisse des biens et services essentiels à la population et on veut essayer de financer des boîtes qui ont beaucoup d'effets d'entraînement par leurs fournisseurs, leurs distributeurs, parce qu'elles achètent des grandes quantités ou elles structurent des règles. Ça, c'était la mission initiale d'IEP. Et en fait, si on remonte finalement, si on vous regardez dans nos rapports d'impact il y a 10 ans, vous ne retrouvez que ces sujets-là. Et en fait, ensuite est apparu les questions de genre et d'environnement. Je pourrais presque dire de façon opportuniste, c'est-à-dire, c'est pour ça que je revenais sur le cadre réglementaire, c'est-à-dire qu'il y a eu tellement de fois où on a dû reporter, indiquer notre performance dessus, sensibiliser sur ces sujets-là, que le genre et l'environnement sont devenus des piliers à part entière de notre stratégie. Et ça, c'est évidemment important. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on indique que les questions, et donc là, en l'occurrence, l'environnement est un pilier, ça veut dire qu'on a aussi une redevabilité. On ne peut pas dire on s'intéresse à l'environnement sans rien faire. Et on ne peut pas dire qu'on a des pratiques responsables sans tenir compte de l'environnement. Donc, c'est pour ça qu'on a été obligé de le rajouter aussi. Donc, en fait, une fois qu'on a un pilier, il s'agit de se dire comment on en tient compte dans nos différents suivis. Donc, avant même qu'on investisse dans une entreprise, alors nous, on a développé un fichier Excel où dedans, on doit avoir une cotation du risque environnemental, faible, moyen ou élevé. Donc, ce risque dépend évidemment du secteur d'activité. C'est-à-dire qu'on sait que des secteurs plus liés aux services vont avoir très, très peu d'impact environnemental. Ce n'est pas la même chose qu'on est sur un bureau en utilisant du papier
que quand on a une usine de production. Donc, on sait que les services ont un impact environnemental plus faible. À l'inverse, une usine va avoir un impact environnemental un peu plus élevé. Et ensuite, en dehors du secteur, la taille du projet compte dans la cotation. C'est-à-dire que plus un projet se fait à grande échelle et plus du coup, l'impact est important. Donc, on doit noter ce risque-là. Évidemment, plus le risque est élevé, plus ça veut dire qu'on doit être très vigilant. Non pas que ça veut dire qu'on ne doit pas faire un projet, j'insiste là-dessus. Ça doit juste dire que si on a des risques élevés, il doit y avoir un plan de gestion, un plan d'atténuation de ces risques. Donc ça, c'est un premier point sur lequel on essaye d'évaluer, en fonction du secteur et de la taille du projet, quels sont le risque environnemental. On a ensuite en fait une notation de l'impact de l'entreprise, c'est la petite araignée que vous voyez sur le côté. Donc en fait, on a plusieurs questions dans chaque catégorie où on va donner des points. Par exemple, sur les employés, ça va être le nombre d'emplois qu'on pense créer au cours des 5 prochaines années, les niveaux de rémunération, l'accès à une assurance santé, etc. Ça donne des points et donc on a une notation. Et vu que c'est devenu un pilier à part entière, on a aussi les points sur l'environnement. C'est-à-dire que du coup, une entreprise qui a un impact positif sur l'environnement va être favorisée dans l'analyse des dossiers parce qu'elle aura une meilleure note. Une entreprise pourrait être relativement neutre et là où c'est le plus compliqué, c'est une entreprise qui a un impact négatif sur l'environnement où là, dans ces cas-là, ça peut devenir plus difficile à financer. Donc ça, c'est avant investissement et on a aussi évidemment des due diligence ESG, donc sur l'environnement social et gouvernance. Donc les due diligence sont des sortes d'audits en fait quand on décide d'investir dans une entreprise. Alors vous avez tous vu la partie dans le sondage où évidemment, comme tout investisseur, on regarde aussi les états financiers et le business plan. Ça, c'est évident. C'est-à-dire que c'est un point. On cherche, il ne s'agit pas de subvention, donc on cherche des entreprises qui pourraient avoir, on l'espère, une performance financière. Donc ça, ces dossiers-là sont analysés d'un point de vue financier. La différence, c'est qu'on rajoute, et je dis bien on rajoute, c'est-à-dire que c'est bien additionnel, aussi un même audit environnement, social et gouvernance. Et donc là, on va avoir tout un tas de checklists pour répondre à ces sujets. Je vais revenir un peu plus sur les enjeux qui sont regardés dans la slide suivante. Et ça, ce qu'il faut vous dire, c'est que du coup, dans une note d'investissement, nous, quand on reçoit un dossier, et donc moi, d'ailleurs, mon rôle, c'est de pouvoir challenger tous les dossiers sur ces sujets-là, en fait, on va avoir toutes les parties traditionnelles où on va présenter l'organigramme, les états financiers, etc. Mais on a aussi une section où on va résumer la note environnementale de l'entreprise et cette due diligence ESG, c'est-à-dire cet audit de où se situe l'entreprise, est-ce qu'elle a des mauvaises pratiques, est-ce qu'elle a des risques élevés, est-ce qu'elle a des sujets qu'elle ne traite pas et qu'elle devrait. On a ces analyses-là qui vont du coup, en fait, jouer dans la décision d'investir ou non dans un projet. C'est-à-dire que c'est vraiment un paramètre sur lequel, si la performance est trop mauvaise, ça peut vraiment être un stop dans l'investissement. Pour revenir un peu sur les enjeux, parce qu'évidemment, je pense qu'il y a ces sujets-là, de se dire, bon, quand on parle d'environnement, qu'est-ce qui est regardé ? Je ne sais pas si vous connaissez les standards de performance de la SFI, c'est la Société financière internationale, c'est en fait le bras privé de la Banque mondiale. En fait, ils ont sorti des standards que vous pourrez retrouver en ligne. Les 8 sont disponibles avec un fichier à lire un peu plus développé sur les enjeux. Et en fait, sont un peu imposés comme les normes. Donc, quand on parle justement de la gestion des risques ESG, quand on se dit on doit tenir compte des enjeux environnementaux, sociaux et de gouvernance, c'est un peu vague. On dit qu'est-ce qu'on doit suivre. Finalement, en fait, c'est un peu un benchmark de référence pour se dire qu'est-ce qu'on est censé regarder. Et là où je voulais revenir un peu dessus, c'est le tout premier déjà, c'est l'évaluation et la gestion des risques et des impacts. Ça, c'est un point important. C'est-à-dire qu'on demande à toute entreprise d'avoir un système d'identification des risques. Ça aussi, c'est quelque chose, nous, au sein des équipes IEP, sur lequel j'insiste beaucoup. Alors oui, parfois, ce sont de toutes petites entreprises. Oui, il n'y a pas toujours de solutions, mais déjà, le premier point, c'est de faire l'analyse et d'être capable d'identifier les risques. Ça, c'est pour le coup, par contre, quelque chose qu'on ne pourrait pas nous pardonner. Autant on peut dire on n'a pas trouvé de solution, on sait qu'effectivement, il y a peut-être tel plastique qui est enfoui, et on va dire, mais en fait, dans le pays, il n'existe qu'un système d'enfouissement, il n'y a pas de recyclage possible sur ce produit-là. Ça, c'est autre chose. Mais rien qu'au moins être capable de dire quels sont les risques d'un projet, c'est en fait la première base. Ça, maintenant, c'est quelque chose qui est devenu essentiel. Honnêtement aussi pour beaucoup des raisons réputationnelles, c'est-à-dire que personne ne pourrait se retrouver investisseur d'une entreprise où on se retrouve dans un scandale qui est dans les journaux parce que
on a déversé des eaux usées dans une rivière, où on a déforesté des zones avec des populations locales qui ont contesté. Ce serait très compliqué en fait d'avoir des projets comme ça. Et c'est évidemment pas souhaitable en plus, hein, mais en fait, c'est obligé d'avoir un système de gestion efficace. Et en fait, si vous regardez sur les 8, j'ai mis en bleu celles qui concernent. Alors évidemment, je ne veux pas minimiser le rôle de la main-d'œuvre et de la santé, etc. Mais ici, on se concentre plus sur les questions environnementales. Et on le voit que du coup, donc, la gestion inclut les aspects environnementaux. Et ensuite, sur l'utilisation des ressources naturelles et la prévention de la pollution, ça va être important de regarder est-ce que les ressources sont utilisées de façon efficiente? Est-ce que la gestion des déchets est faite correctement? Ça va être vraiment le sujet clé, je pense, de tous les investisseurs. C'est-à-dire se poser la question de si vous avez de l'eau pour nettoyer, ça peut être pour nettoyer des fruits et légumes, ça peut être de l'eau pour mélanger un produit, pour faire des teintures, etc. Il y a toujours la question de savoir qu'est-ce que devient ensuite cette eau, qu'est-ce que deviennent les déchets non utilisés, parce que vous pouvez utiliser toute une partie d'un matériel, vous pouvez utiliser une partie du bois, une partie de fruits et de légumes, etc. Qu'est-ce que vous faites du reste des déchets? Ça peut être aussi les déchets tout simplement d'essence ou de fuel. C'est-à-dire que si vous avez des bidons d'essence, qu'est-ce que vous en faites? Il ne faut pas qu'ils soient laissés n'importe où. Donc tous ces sujets-là vont être regardés de façon importante. Je me rappelle très bien d'un audit qu'on avait fait d'une entreprise, donc pour le coup, dans l'agribusiness, hein, qui faisait de la pêche, en fait, hein, qui vendait ensuite le poisson et les fruits de mer pêchés par les petits pêcheurs. En fait, pour se déplacer jusqu'aux côtes et pour vendre, elle avait aussi une flotte de camions. Et donc, on était allé visiter entre guillemets, le coin garage, là où étaient stockés les camions et où il y avait un garagiste qui s'occupait de faire les réparations. Et à ce moment-là, on voyait les écoulements d'huile, etc. Et en fait, qui fuyaient juste au sol. Il n'y avait aucun système particulier pour essayer de les rediriger ou de les contenir. Ça, par exemple, c'est juste pas possible. Donc ça, en fait, c'est des sujets. Alors évidemment, ça ne veut pas dire qu'on aurait interdit tout investissement. Ça veut dire qu'il doit y avoir un plan, parce que souvent, il s'agit plus de bonnes pratiques, de penser à où mettre des seaux, de ne pas les renverser, etc., de savoir où ça s'écoule. Et donc, voilà, ces sujets-là sont devenus très importants et concernent du coup presque toutes les entreprises. Ça va être assez rare des cas d'entreprise où on n'a pas de déchets. Je disais tout à l'heure que les entreprises de services avaient très, très peu de ces questions environnementales. Une entreprise de service, la plupart vont utiliser des ordinateurs. Qu'est-ce qu'on fait du matériel informatique ensuite? Donc, très honnêtement, je pense qu'il y a très, très peu d'entreprises qui n'ont absolument aucun déchet. Et donc, ça, c'est vraiment le point de vigilance probablement le plus important à avoir en tête. Ensuite, qui concerne moins d'entreprises, mais qui par contre serait peut-être plus là un no-go, c'est-à-dire que ça pourrait être vraiment un stop à l'investissement. C'est-à-dire les questions de déplacement de population, c'est la norme numéro 5, ça est devenu un sujet très complexe à avoir. C'est toute une procédure à avoir de consultation des parties prenantes. Ils sont devenus quand même très compliqués. Alors, chez IEP, on n'est pas concerné vu qu'on fait des PME et des projets à toute petite échelle. Donc, on n'a jamais été concerné, mais je voulais quand même vous présenter plutôt, on va dire, les normes internationales que tout le monde suit. Donc, le sujet des déplacements de population et les sujets de biodiversité, donc tout ce qui va être lié à la déforestation éventuellement, vont être des sujets là pour le coup très très sensibles sur lesquels il faudra être très vigilant et où un projet, s'il a des impacts négatifs sur ces sujets, pourrait être difficile à financer. Donc voilà, donc sur ces sujets-là, j'insiste beaucoup sur la gestion des déchets qui concerne tout le monde, mais qui est plutôt là un côté où, en fait, c'est important de faire la bonne analyse et de savoir comment on peut traiter ce sujet-là. Et sur les questions de déplacement de population et de biodiversité, là, pour le coup, c'est presque plus un warning rouge où il faut être très, très, très vigilant sur ces sujets et où là, par contre, les attentes vont être très fortes sur la mise en place des projets. Ensuite, après investissement, donc, si l'entreprise du coup a passé les analyses, on a fait tous ces sujets-là, on se dit que soit il n'y a pas de risque environnemental et on peut y aller, soit on a identifié des éventuels risques et limites, des choses qui ne sont pas bien gérées. C'est par exemple souvent le cas pour nous de la question des déchets. On a dans ces cas-là un certain nombre de pratiques qui ne sont pas optimales. On va, une fois qu'on décide d'investir, prévoir dans l'investissement un certain nombre de plans d'action alors pour ESG, donc on va avoir des actions certes sur l'environnement, mais aussi sur les aspects sociaux.
Donc, ces plans d'action vont permettre de remédier aux éventuelles non-conformités environnementales. Ça va être très important d'être en règle et de pouvoir être sûr que les pratiques sont faites correctement. De façon un peu étonnante, on a tendance à croire d'ailleurs au passage que les réglementations sont très légères dans les pays africains et c'est assez faux. D'ailleurs, j'ai oublié quel investisseur avait fait cette étude, mais je me rappelle que c'était Proparco. Je ne sais pas si vous connaissez Proparco, qui est pareil, le bras privé de l'Agence française de développement, avait fait tout un audit auprès des investisseurs, donc, comme nous par exemple, et avait essayé de voir tous les problèmes qu'on avait constatés, tous les problèmes de conformité, etc. Et en fait, il s'était rendu compte que finalement, les législations nationales sur l'environnement étaient, alors certes, peut-être pas les meilleures au monde, mais en tout cas qu'elles existaient. Il y avait quand même, en fait, malgré tout, des processus et des réglementations. Alors qu'à l'inverse, sur des aspects sociaux, c'était beaucoup plus light qu'attendu. Et on sait que ça, les processus, par exemple, de licenciement, les droits associés, etc., à un emploi sont parfois très légers. Et donc, je voulais aussi là en profiter pour passer ce message-là. Ne sous-estimez pas l'importance des réglementations environnementales qui existent dans beaucoup de vos pays et en fait qui ne sont pas si négligées. Pour ce cas-là, je prendrai, on a d'ailleurs une entreprise au Mali qui s'appelle Carrière et Chaux du Mali, et donc c'est une carrière, comme son nom l'indique, de la chaux vive. Donc, il va être utilisé, soit la chaux vive est utilisée soit dans l'agriculture pour fertiliser les sols, soit dans l'eau pour la traiter et la purifier. En fait. Et en fait, dans ces carrières-là, en fait, à un moment, quand ils ont dû exploiter, ils ont eu un moment où il y a eu effectivement l'exploitation de la carrière entraînait un certain nombre d'arbres coupés. Et la réglementation locale prévoyait bien qu'il y ait des compensations environnementales pour remédier en fait à ces arbres coupés. Donc là, c'est un exemple très concret, puis c'était le Mali. Donc je peux vraiment assurer que beaucoup de projets, on aurait l'impression d'ailleurs, parce que finalement, si on n'avait pas fait l'audit et si on ne s'en était pas assuré, l'entrepreneur concrètement n'avait pas fait cette compensation-là. Donc il a fallu qu'on le corrige. Donc en tout cas, on aurait l'impression souvent de penser qu'il n'y a pas autant ces sujets-là, alors qu'ils sont bien existants et prépondérants. Et nous, je faisais mon deuxième bullet point, c'était chez IEP, on est encore plus attentif là-dessus, parce que je pense que, comme beaucoup de fonds, on a nous-mêmes aussi des objectifs. Donc, on a signé avec nos investisseurs, et ces objectifs-là, en fait, vont influer sur notre propre rémunération. C'est-à-dire qu'on est rémunéré aussi en fonction de l'atteinte d'objectifs d'impact. Et un de nos objectifs d'impact est lié à l'environnement. On a prévu dans le portefeuille actuel d'avoir 50% d'entreprises vertes, d'entreprises qui favorisent directement l'environnement. C'est le cas d'entreprises qui mettent en place des panneaux solaires, par exemple, ou d'entreprises plus classiques qui ont amélioré leur performance environnementale, c'est-à-dire qui ont mis en place un projet d'énergie renouvelable, de gestion des déchets, etc. Donc, en tout cas, on voit l'importance, après investissement, de continuer à non seulement s'assurer que le projet est conforme à la réglementation, mais aussi cette volonté d'aller plus loin et d'améliorer la performance. C'est devenu maintenant un peu presque une obligation de le faire. Pendant l'investissement aussi, on réalise un bilan carbone pour toutes nos entreprises. C'est-à-dire qu'on va demander à nos entreprises, en fait, leur consommation d'électricité, de fuel, les déplacements en avion qui ont été réalisés, etc. Et il existe des coefficients pour convertir ça et on est capable de dire les tonnes de CO2 qu'ils ont émises. Et donc, de réaliser ce bilan carbone de nos entreprises et de se rendre compte si elles sont plus ou moins polluantes et d'essayer de réfléchir à la façon de les réduire. Et tout ça, j'insistais aussi tout à l'heure sur la question de la transparence. On doit un reporting annuel à nos investisseurs, nos propres investisseurs, donc ceux qui nous permettent de financer les entreprises. Où vous voyez, dans le dernier rapport, alors il y avait même 4 slides, mais ça ne passait plus ici pour en mettre des screenshots, où en fait, on doit reporter de façon assez précise sur qu'est-ce qu'on a fait, la part d'entreprises qui ont mis en œuvre telle mesure sur la gestion des déchets, la part d'entreprises qui ont mis en œuvre des énergies renouvelables. Vous le voyez, on a le bilan carbone très détaillé de chaque entreprise. Donc, en plus, c'est quelque chose, en fait, cette transparence implique de devoir réussir à faire des choses. Vous dites bien que sur 4 slides, je ne peux pas dire rien n'a été fait sur la gestion des déchets, rien n'a été fait sur le bilan carbone, rien n'a été fait sur les énergies renouvelables. C'est impossible, en fait. Donc, à partir du moment où on considère que c'est un pilier d'une thèse d'impact, à partir du moment où, en fait, on sait que désormais, les questions liées aux objectifs de développement durable, liées à l'accord de Paris, que la question de l'environnement est devenue
une obligation de reporting, ça veut dire qu'une obligation de reporting, ça implique un peu une obligation de performance. Parce qu'on est obligé à un moment de dire que quelque chose a été fait. Donc ça, c'est un point voilà, important sur lequel je voulais revenir. Idem, est-ce qu'on prend éventuellement quelques questions avant de venir à… J'allais proposer quelques questions. Une personne demande s'il existe des canevas, un canevas pour intégrer ces questions environnementales dans son business plan. Alors, je ne dirais pas non, pas pour l'intégrer dans le business plan directement. Là, c'est presque plus à vous de comprendre les conséquences que ça peut avoir, éventuelles. Il existe plutôt pas mal d'outils comme au modèle d'IEP, en fait, de checklist qui vous permettent de référencer ces risques et les sujets que vous devez penser à réfléchir et à analyser. Donc ça, que ce soit les standards performance de la SFI, en fait, qui vont faire ce genre de listing. Il y avait aussi des toolkits de la CDC britannique, donc la CDC britannique, une caisse d'investissement, qui avait aussi mis à disposition un outil ESG pour justement avec ces checklists. Donc ça, vous allez pouvoir les avoir. Après, c'est très spécifique à chaque projet. Donc c'est vrai que c'est important en fait de distinguer. Mais cette checklist, elle permet aussi de vous sensibiliser. Par exemple, de vous dire, bon, ce n'est pas le cas au Mali, mais par exemple, ce serait tout bête, c'est de se dire, mais est-ce qu'on est proche d'une côte ou pas? Parce que bon, du coup, cet hôtel se serait peut-être rendu compte qu'il a oublié de tenir compte de l'élévation du niveau des mers. Est-ce qu'on se situe près d'une rivière ou d'un fleuve aussi? Et ça permet de faire émerger quand même les sujets pour se rendre compte, ah oui, mais du coup, il faut peut-être y remédier ou je pourrais être impacté. Et donc, de voir ces sujets-là dans le business. Donc, c'est plutôt ces checklists-là qui intègrent beaucoup de sujets, voilà, et qui permettent peut-être d'aider dans l'évaluation. Après, c'est vrai que la réflexion, elle est quand même propre un peu à chaque entreprise. C'est pour ça aussi qu'il y a des cabinets de conseil qui sont dessus. Parce que c'est vrai que pour le coup, il n'existe pas non plus un guide standardisé où on dirait, bon, ben voilà, pour vous, c'est ça qu'il faut mettre en œuvre. D'accord. Donc, à vous de prendre donc cette question en tant que risque ou opportunité dans l'écriture de votre plan d'affaires. Alors, je passe à une autre question. Abdoulaye Dembélé qui se demande si la prise en compte de cette dimension environnementale dans les projets d'investissement ne rendrait pas plus coûteux ces investissements. Si, alors potentiellement, ça peut l'être. Après, ça dépend toujours de la notion de coût. C'est-à-dire qu'il faut distinguer le coût à court terme et à long terme. C'est-à-dire que quand on a eu des entreprises qui ont mis en place, par exemple, l'installation de panneaux solaires, oui, c'est un coût à court terme, mais ensuite, il y a eu des économies faites sur les factures les années qui suivent. Et c'est là que d'ailleurs, un investisseur, ça va être un changement. C'est-à-dire qu'on est investisseur, on investit en equity, c'est-à-dire dans le capital des entreprises, on est actionnaire de l'entreprise. Donc, nous, notre vision, elle n'est pas à 1 an. Elle est en fait sur 5-6 ans. Et donc, sur 5-6 ans, c'est autre chose de parler qu'on peut avoir un surcoût à un moment donné, mais on a la vision aussi des gains qu'on peut avoir par la suite. Et donc ça, la perspective change beaucoup, d'autant plus quand on parle des sujets environnementaux. Donc c'est vrai qu'il faut avoir parfois le coût que ça représente, mais il faut aussi avoir les gains que ça peut rapporter aussi. Avec une perspective, c'est là que c'est important, c'est avoir une vision plus moyen ou long termiste quand même dans les entreprises. Parce que c'est pareil, quand on dit développer une ligne de produits, c'est sûr que si on se dit qu'on n'est pas là pour rester 1 an dans une entreprise, sinon on n'a même pas le temps de développer le produit, de le commercialiser et de faire quelque chose. Donc nous, dans l'idée des investisseurs d'impact, ceux qui investissent avec le capital, qui investissent dans le capital d'une entreprise, et c'est pour ça que les sujets environnementaux sont devenus très importants, c'est qu'en fait, en 5-6 ans, on a le temps de voir les conséquences et les retombées des actions, et donc de pouvoir les valoriser. Alors, une dernière question avant d'avancer dans la présentation, celle de Diallo Moussa Adama, qui demande si, en Afrique, est-ce que les États exigent ou assistent les investisseurs pour la prise en charge des questions environnementales dans leurs investissements? Alors, je pense que ça va dépendre de beaucoup de… Là, ça va être assez différent. Je dirais que la pression ne vient peut-être effectivement pas directement des États. Mais ce qu'il faut toujours avoir en tête, c'est que les flux de financement viennent d'un endroit vers un autre. Et que certes, l'État est un intermédiaire qui pourrait, on va dire, mettre le bâton encore plus haut.
et c'est peut-être effectivement pas le cas en Afrique. Mais finalement, quels que soient les choix des pays, beaucoup de ces flux de financement sont encore des flux nord-sud, ou même dans tous les cas, des flux, même si ça reste par exemple la Banque africaine de développement qui sera un flux Afrique-Afrique, en fait, elle ne pourrait pas financer un projet sans qu'il y ait une dimension d'analyse d'investissement responsable. Donc la plupart des flux, en tout cas qu'on va évoquer, que ce soit nord-sud ou Afrique-Afrique, qui vont en fait jouer ce rôle de dire on souhaite financer des PME, on souhaite soutenir l'entrepreneuriat, vont devoir justifier d'une pratique responsable. Et dans ces cas-là, peu importe ce que va dire l'État malien, les standards internationaux que j'ai présentés vont s'appliquer. C'est-à-dire que le Mali aurait beau dire, vous inquiétez pas, nous, s'il y a des déplacements de population, il n'y a rien à demander aux personnes, vous n'avez pas à compenser. Même si le Mali venait à dire ce qui n'est pas le cas, même si le Mali venait dire à ça, ce ne serait pas autorisé par les investisseurs et les actionnaires. Donc, je pense qu'il faut aussi un peu décorréler la vision qu'on peut avoir de l'obligation de l'État, des personnes qui disposent des fonds, et que si on veut pouvoir les attirer et être en capacité de saisir ces opportunités-là, il faut pouvoir démontrer une démarche soutenable, sinon en fait, on n'arrivera pas à lever des fonds suffisamment importants. Ok, donc je pense qu'on peut aller sur des exemples concrets sur ce que peuvent faire les entreprises. Alors, donc, ensuite, je reviens sur quelques exemples. Alors, évidemment, les exemples les plus classiques, ce seraient des entreprises, entre guillemets, vertes, c'est-à-dire des entreprises qui ont un impact favorable sur l'environnement. J'ai donné ici deux exemples. À droite, PEG, qui est une entreprise au Ghana, qui fait une distribution de panneaux solaires. Donc, c'est un système de pay-as-you-go. Je ne sais pas si vous connaissez, ce sont ces fameux systèmes où on paye à l'utilisation et au bout d'un certain nombre de mois ou d'années, finalement, c'est comme un leasing. On est ensuite propriétaire du panneau solaire qu'on peut utiliser. Donc, ça, c'est des entreprises qui contribuent très directement sur l'accès à l'énergie propre et qui vont avoir un impact environnemental important parce qu'ils vont permettre de substituer l'utilisation de charbon, de gaz, etc. Donc, ça va être ce type d'entreprise. Sur l'accès à l'énergie, c'est plus habituel. C'est aussi des boîtes, par exemple, on a IoT à Madagascar, qui est en fait une entreprise dans l'aquaculture des concombres de mer. Alors, les concombres de mer sont un produit assez atypique qui est surtout consommé en Asie et en Chine, donc qui est exporté. Et en fait, c'est une valeur très, très importante, le concombre de mer, qui coûte très, très cher. Donc, il y avait une surexploitation dans les océans en fait, du concombre de mer qui était surramassée. Et donc, IoT a une innovation assez importante. Ils ont réussi dans les laboratoires en fait, à faire éclore les larves et à produire eux-mêmes des bébés concombre de mer qui revendent aux petits producteurs, qui donnent aux petits producteurs en préfinancement. Les petits pêcheurs en fait, prennent soin des cages, etc., dans les océans pour permettre que ces concombres de mer grossissent, et IoT les rachète. Donc, ça a permis de réintroduire des stocks importants et d'éviter la surexploitation des milieux naturels. Donc, ces sujets aussi de biodiversité peuvent faire l'objet finalement d'entreprises plus classiques, on va dire. Et donc, dans la logique de production de denrées, on pouvait aussi contribuer favorablement à la biodiversité. Donc ça, c'est deux cas assez classiques, mais souvent, ce qu'on va se dire, c'est oui, mais bon, on n'est pas tous des entreprises qui vont travailler sur ces sujets environnementaux directement, et on ne va pas tous faire de l'accès à l'énergie et des panneaux solaires, et on ne va pas tous non plus faire des sujets sur la biodiversité. Donc, ce qui est le vrai. Mais en fait, l'environnement, ça concerne finalement, ça concerne toutes les entreprises. Donc, nous, ce sont des entreprises, j'ai évoqué trois sujets, c'est les questions de l'efficacité énergétique, je vous ai donné quelques exemples. Pour revenir sur Carrière et Chaux du Mali, la sciure de bois, elle est aussi utilisée comme combustible pour la production de chaudière. C'est-à-dire, quitte à d'avoir besoin d'un certain nombre de bois, autant utiliser les déchets. On se dit, au lieu de ne rien en faire, ça peut être utilisé dans la chaudière pour chauffer et transformer le produit. On a vu le cas aussi, d'ailleurs, je ne l'ai pas évoqué là, d'une usine textile à Madagascar, qui, pareil, il y a toujours des chutes de fils, etc. Et avait fini par les réutiliser dans la chaudière et ça avait fait des économies en utilisant les déchets de façon circulaire. C'est le cas aussi parfois d'un laboratoire qui avait fait une étude d'impact environnemental, tout simplement pour
essayer de penser à des tout petits gestes pratiques, comment optimiser l'utilisation quand on a un laboratoire. On utilise aussi beaucoup d'équipements électroniques. Donc, sur les questions de température, de moment d'utilisation, etc., il y avait aussi beaucoup de petits gestes qui peuvent être utiles et dont on n'a pas toujours le réflexe de penser à éteindre, etc. Et ils avaient pu réduire leur facture grâce à ça. C'est les cas aussi d'énergie renouvelable. On a par exemple une entreprise, Edentree au Ghana, qui a mis en place un système, donc je l'ai évoqué, de panneaux solaires pour réduire leur coût énergétique. Donc ça, c'est aussi des choses qui peuvent avoir un intérêt. Donc, et enfin, c'est la question de la gestion des déchets. On a par exemple une clinique en Côte d'Ivoire qui a dû mettre en place un plan particulier pour traiter ces déchets biomédicaux et savoir comment on pouvait essayer d'en recycler une partie. Donc là, on le voit en fait à travers cette slide. J'ai parlé d'un laboratoire d'analyse, j'ai parlé d'une carrière, j'ai parlé de l'accès à l'énergie, j'ai parlé d'une usine, de l'agribusiness, d'une clinique dans la santé. En fait, toute entreprise a un impact environnemental. Toute entreprise pollue un minimum, toute entreprise utilise de l'électricité, toute entreprise a en fait des rejets. Et donc, toute entreprise est concernée par ces sujets et peut mettre en œuvre en fait des actions. Alors, ce qui ne veut pas dire qu'on est bien d'accord, là, dans la liste des entreprises que j'évoque, ça ne veut pas dire qu'elles sont géniales, qu'elles sont devenues les pionniers, les leaders de la transition écologique. Je parle juste d'au moins d'avoir mis en œuvre des actions pour essayer d'améliorer leurs pratiques. Il faut vraiment le voir comme un processus. C'est une amélioration continue. Et c'est par exemple mon cas, je suis à titre très personnel, très engagé sur l'environnement. Bon, chez moi, ça a été très progressif aussi de changer un certain nombre d'habitudes et de pratiques. Et donc ça, c'est important aussi de l'avoir en tête parce qu'on a tendance à s'imaginer un peu un objectif soit trop et trop lointain et se dire, bon, ben, en fait, c'est trop coûteux, ça va trop loin, mais il y a des choses qui peuvent progressivement être mises en œuvre. Et ce n'est pas parce qu'on n'est pas idéal du jour au lendemain qu'il ne faut pas enclencher ce processus de changement. Ça, c'est vraiment un point très, très, très important. Et ce qu'on demande surtout aux entreprises, c'est au moins la démarche, la volonté de progresser et qu'on commence à voir justement ces petits changements sans non plus se faire de leurre sur le fait qu'il y a encore plein d'autres choses à changer sur ces entreprises-là. Et enfin, un dernier point, c'est la question de, finalement, ces enjeux d'adaptation, c'est encore pour insister dessus, ça concerne tout le monde. Et je donnerai deux autres exemples. Par exemple, ces évolutions réglementaires que j'ai évoluées, on a une entreprise au Sénégal, une usine, qui s'est retrouvée en fait à un moment plus capable d'emballer les jus de fruits qu'elle produisait parce que le type de plastique qu'elle utilisait et qu'elle avait a fini par être interdit. Et donc, on s'est retrouvé dans une situation où en fait l'usine s'est retrouvée à l'arrêt. Alors vraiment là, on est dans le cas total de non-anticipation parce qu'en fait, ils n'avaient plus de package et le temps de faire venir des nouveaux packages adéquats n'utilisant pas ces mêmes matières, on a eu en fait un arrêt total. Donc ça, c'est aussi très important. Il faut toujours avoir en tête qu'il ne faut pas penser aux réglementations aujourd'hui. Il faut penser en fait aux réglementations qui vont se faire dans 5 ans, dans 10 ans. Parce qu'en fait, on ne change pas une chaîne de production si facilement. On ne change pas non plus les fournisseurs et les distributeurs si facilement. Si du jour au lendemain, un produit est interdit, vous n'allez pas retrouver un fournisseur d'emballage adéquat, adapté pour votre production, comme ça du jour au lendemain. Donc ça aussi, c'est des points qui doivent être assez anticipés. Il ne faut pas attendre une interdiction pour le faire parce que généralement, et encore plus quand on est une PME, on n'a pas des moyens extraordinaires pour d'un coup, comme on dit, renverser la table. Donc en fait, ça va être assez difficile. Une PME, en fait, quand on lui demande de changer, elle n'a pas un pouvoir de négociation énorme avec ses fournisseurs, donc c'est plutôt à elle de se débrouiller pour trouver des alternatives. Et donc, en fait, pour une PME, c'est encore plus important de penser aux évolutions réglementaires futures et finalement de ne pas être pris de court. Et l'autre point que je voulais évoquer, c'est la question des aléas climatiques. Alors, on l'a déjà dit, évidemment, les entreprises d'agribusiness, c'est sûr, seront probablement les plus impactées. Parce que, bon, assez directement, elles vont avoir des grandes fluctuations dans leur rendement agricole. Mais en fait, ça concerne tout le monde. Donc, un autre cas, on a une clinique basée à Dakar. Et donc, il y a eu des fortes pluies et des inondations qui a endommagé tout le rez-de-chaussée. Et c'est là qu'on voit que du coup, il y a eu un problème dans la conception. C'est bon, autant on ne peut pas empêcher les inondations à Dakar, ça je veux bien le concevoir. Par contre, dans la conception de la clinique, ça aurait peut-être été plus malin que des équipements électroniques, notamment ceux à forte valeur, ne se retrouvent pas au rez-de-chaussée.
que la hauteur des prises pour le rez-de-chaussée soit repensée aussi. En cas d'eau, ça a évité, si les prises avaient été plus hautes, on n'aurait pas eu ces questions-là. Et donc, en fait, ça demande là aussi, au moment de la conception et des constructions, un peu ces réflexions-là. Est-ce qu'on est dans des zones où on le sait, notamment les zones urbaines, où quand il y a de très fortes pluies, on sait que l'eau a du mal à s'évacuer puisque l'infrastructure n'a pas été encore prévue pour ça. En fait, ce sont des choses qui vont être importantes à penser, tout comme finalement les grandes sécheresses ou les pics de chaleur peuvent aussi poser les questions d'adaptation et la conception des bâtiments peut aussi être pensée. Donc voilà, ce sont les derniers exemples que je voulais vous donner avant de prendre des questions et j'insistais dessus parce que c'est souvent revenu d'ailleurs comme question. Pourquoi on en tient compte? C'est que ces événements-là, en fait, ont eu des coûts financiers. Et il ne faut pas se dire qu'en fait, on a une distinction entre l'environnement et le financier. En fait, on a un lien très fort entre la performance financière et la performance environnementale. Et c'est pour ça, en fait, aussi qu'on en tient compte. Donc, chez YEP, il y a évidemment l'engagement pour le développement, mais c'est vrai que j'ai un peu insisté dessus pour dire que ça concernait vraiment tous les investisseurs. C'est qu'en fait, les deux sont liés. Et donc, il va être important de tenir compte de ces enjeux d'adaptation, ces enjeux climatiques, pour en fait améliorer la performance financière des entreprises. Je crois que c'était voilà, ma dernière slide. Je ne sais pas si on a eu des questions additionnelles entre-temps sur ces exemples-là. Si oui, on a eu quelques questions. Alors, il nous reste moins de 10 minutes. Alors, je vais essayer d'aller droit au but. Diallo Moussa Adama qui demande « Est-ce que la non-prise en compte des questions environnementales dans un document de projet peut-il être un handicap pour son financement ?» Ça dépend ce qu'on appelle la non-prise en compte, c'est-à-dire qu'on a bien conscience que quand les entreprises soumettent la première fois, on va dire, le dossier, toutes n'ont pas été capables de se saisir de ces sujets-là. Par contre, c'est un moment des sujets qu'on risque de vous poser. Donc déjà, la question de la sensibilisation et l'ouverture à ces sujets-là va être importante. C'est-à-dire qu'en fait, nous, quand on arrive, est-ce que si à ce moment-là, on est en train de parler de ça, on sent que l'entrepreneur est réceptif à ces sujets ou va tout le temps nous répondre « non, mais en fait, ça va me coûter plus cher » et n'en voit pas l'intérêt et l'objectif, c'est assez gênant. Parce qu'en fait, déjà, ça pose des réflexions sur la capacité à gouverner, à se projeter sur le long terme. Et quand on investit dans une entreprise, ce qu'on veut, c'est avoir quelqu'un qui a une vision. Parce qu'on n'est pas là pour accompagner, j'insiste beaucoup dessus, sur quelques mois. Et donc, en fait, si quelqu'un n'est pas capable de se projeter, ça peut aussi parfois poser des questions. Donc, en fait, ce n'est pas toujours forcément un prérequis initial dès le premier contact, mais à un moment, la question va se poser et ça va être important de pouvoir y répondre et d'apporter des réponses et de se montrer ouvert sur ces sujets-là. Par contre, pour obtenir le financement. Ok, alors une autre question. Bon, je ne sais pas si c'est directement lié, mais quelqu'un demande si est-ce que vous pensez que l'allègement des charges de fiscalité pour les entreprises vertes pourrait aider dans la quête du développement durable? Oui, alors là, du coup, je parlerai presque plus à titre personnel, vu que je ne pense pas qu'il y ait de positionnement d'IEP dessus. Moi, je pense effectivement que, alors ça peut être dans les deux sens, hein, que ce soit des bonus ou des malus environnementaux et sous toutes ces formes, que ce soit les marchés du carbone, que ce soit des réglementations contraignantes, que ce soit des fiscalités avantageuses, que ce soit voilà, des impôts sur les revenus, etc. En tout cas, je pense effectivement que ça peut faire des incitations importantes pour pouvoir en fait atteindre ce niveau de développement. On le voit bien là pour le coup, alors sans vouloir faire finalement dans l'occidentalisme, mais c'est le cas en fait. Hein. On a bien en Europe beaucoup de pays qui ont mis en place des subventions pour l'achat de véhicules électriques, des TVA réduites sur un certain nombre de biens, etc. Donc je suis très favorable en tout cas à ce genre de mesures, ces mesures politiques. D'accord. Une autre personne demande où est-ce qu'on pourrait trouver un outil pour faire le bilan carbone d'une entreprise? Alors, je ne sais pas s'il y a un outil tout fait, mais vous pouvez retrouver ces coefficients, en fait. En fait, c'est tout simple. En fait, vous allez avoir par exemple, l'électricité, vous avez des kilowattheures, vous allez consommer X kilowattheures, et le principe, c'est d'avoir un coefficient multiplicateur qui vous transforme ça en tonnes de CO2. Il n'y a vraiment rien de compliqué.
Et donc, ces coefficients peuvent être retrouvés sur le site de l'ADEME, par exemple. C'est ADEME, où vous allez retrouver, si vous tapez bilan carbone ADEME, en fait, c'est gratuit de s'inscrire avec votre compte mail. Et vous allez retrouver en fait, le coefficient d'émission pour en fait, la consommation d'électricité selon différents pays. Et vous avez d'ailleurs les pays africains, nous on utilise ça. Et donc, vous allez pouvoir convertir des consommations d'électricité, de fuel, d'avion, etc. En fait, vous allez avoir ces coefficients-là pour les transformer en tonnes de CO2. Ok, alors il y a certaines questions qui demandent, alors, quelle serait la procédure si on voudrait soumettre une demande de financement à IEP? Et la deuxième question, c'est de savoir si vous accompagnez les startups qui bénéficient de votre financement. Alors oui, je ne suis pas revenu sur toute la gamme d'activités parce que ce n'est pas l'objet, mais en tout cas, on a un certain nombre d'instruments pour accompagner des startups, ce qu'on appelle de l'amorçage, c'est-à-dire des subventions remboursables. Enfin, c'est un prêt que l'entreprise doit pouvoir rembourser, mais on a un taux d'échec, on sait qu'on n'obtiendra pas de remboursement, qui permet de dérisquer en fait. Donc en fait, on a un certain nombre d'instruments adaptés à l'amorçage. Donc pour les startups, oui, on peut en financer sur des petits montants. Sur le dépôt des projets, c'est assez simple pour le coup. Alors, je pense que c'est parce que c'est à petite échelle. Mais en tout cas, on est tout simplement sur le site internet. Il y a une rubrique pour, si vous allez dans la rubrique entrepreneur, déposer votre business plan. Alors, j'ai régulièrement des personnes qui essayent de les soumettre assez directement. Mais alors, en fait, nous, on n'a pas de filtre. Donc, en fait, si vous financez un projet au Mali, si vous indiquez que c'est au Mali un business plan, vous allez directement être envoyé. Enfin, le projet va être envoyé à la personne qui s'occupe du Mali. Donc, je sais que j'ai eu beaucoup de tentatives d'essayer de se dire peut-être si je passe par Samuel ou par quelqu'un de l'équipe, mais en fait, on n'a pas de filtre de sélection parce qu'on est nous-mêmes une petite entreprise. Donc, les projets sont directement reçus par l'équipe pertinente en fonction du pays. Donc, voilà, tout se fait, tout peut se faire en ligne. D'accord. Je pense qu'on arrive déjà à la fin de cette intervention. Je ne sais pas si vous voulez donner un petit mot de la fin, en tout cas pour encourager les uns et les autres, à la fois comme un risque, mais aussi comme une opportunité pour entreprendre, puisque c'est, je pense, trop souvent encore vu comme une contrainte, mais je ne sais pas s'il y a lieu encore d'insister sur le fait que c'est surtout pour une meilleure performance de l'entreprise que vous regardez ces questions-là, n'est-ce pas? Exactement. C'est vrai que j'espère, en tout cas, à travers cette présentation, que ces messages clés de dire qu'en fait, l'environnement a des conséquences financières et donc doit être pris en compte comme tout autre aspect, c'était un point clé. Et sur les aspects d'opportunité, en fait, se dire que c'est l'occasion de saisir aussi des opportunités commerciales. Ça peut être des idées en fait, qui font penser à de nouveaux produits à développer. Ça peut être un positionnement marketing. C'est-à-dire qu'en fait, on dit mais comment on se distingue quand on est tous en train de faire des programmes de formation, quand on est tous en train de faire du textile ou de l'agribusiness. En fait, comment on se distingue? Et on le sait que de plus en plus aussi, c'est un argument commercial et marketing que de se positionner comme une entreprise responsable. Et donc, c'est vrai que tout ça fait que ce secteur est vraiment en développement très important. Et donc, surtout quand on a un public jeune, moi, je vous dis toujours que, et on se pose souvent les questions un peu de futur et d'opportunités. Donc, j'ai du mal à imaginer, je pense, qu'un secteur qui sera plus dynamique et plein d'opportunités que ce secteur-là, parce qu'on en parle beaucoup, mais en fait, c'est que le début. Et ça va être amené à devenir de plus en plus important. Donc, je pense qu'il y a beaucoup d'opportunités à saisir. Que ce soit d'un point de vue presque d'emploi, où on peut se perfectionner sur ces sujets-là, ou de développer des entreprises sur ces sujets-là aussi. Voilà, très bien. Je crois que ce sera le mot de la fin. Je rappelle, Samuel Montero, que vous êtes responsable Impact ESG, donc ESG qui signifie environnement, social et gouvernance, au sein de investisseurs et partenaires. Donc, pour tous les participants qui sont enregistrés dans le programme, vous recevrez ce support de formation. Et sachez aussi donc que la conférence est relayée sur les plateformes Facebook de Donny Green, Donny Lab. Et on vous invite vraiment à partager aussi ces vidéos autour de vous
dès lors que vous sentez qu'il y a des personnes qui seraient intéressées pour accéder à ce type d'informations. C'était donc la dernière intervention pour ce module. Dès la semaine prochaine, nous avons encore 5 conférences qui là seront dédiées aux enjeux et opportunités dans le secteur agricole. Donc, il y a 2 conférences qui seront présentées par un chercheur, Benjamin Sultan, et 3 conférences qui seront tenues par des entrepreneurs du Maroc, du Burkina Faso et du Mali, et ils vous présenteront pourquoi ils agissent et comment ils le font et quelles leçons ils tirent aujourd'hui de leur parcours entrepreneurial. On vous remercie encore d'avoir été présents, si nombreux sur la plateforme, et donc je vous souhaite à tous un très bon week-end et à lundi. Merci Samuel. Merci à tout le monde. Au revoir. Bon week-end à tout le monde.